Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce quatrième épisode de notre série Science en partage organisée par le réseau des journalistes scientifiques d'Afrique francophone, RGSAF. Je suis Aïe Renaud de Savy, journaliste scientifique, et j'aurai le plaisir de modérer nos échanges aujourd'hui. Nous sommes ravis de compter parmi nous aujourd'hui des confrères journalistes, nous sommes déjà un peu plus d'une dizaine, venus d'un peu partout d'Afrique francophone. Merci de votre présence et de votre intérêt pour cette thématique. Alors, pour le contexte de notre webinaire d'aujourd'hui, il faut rappeler que le Togo, l'Afrique de l'Ouest et même l'Afrique en général fait face à un paradoxe que nous trouvons assez inquiétant. Alors que les populations souffrent de diverses formes de malnutrition, carences en protéines, en fer, en zinc, et que les maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension progressent de manière alarmante, nous disposons quand même dans le même temps dans notre patrimoine agricole de solutions locales qui sont accessibles et scientifiquement validées pour que nous soyons, mais qui sont progressivement délaissées. Et je parle, vous l'aurez deviné, des légumineuses négligées qui sont au cœur de notre conversation aujourd'hui. Donc, nous avons le haricot, la lentille de terre ou encore le wanzhou. Et ces cultures ont nourri nos ancêtres pendant des générations, mais elles sont aujourd'hui progressivement abandonnées, disparues, ont été écartées de nos assiettes au profit d'aliments importés ou transformés. Et dans ce contexte, des recherches ont été menées notamment à l'université de Kara, à l'Institut togolais de recherche agronomique ITRA, et qui relève aujourd'hui, qui révèle la recherche nutritionnelle exceptionnelle de ces légumineuses-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, notre réseau veut attaquer la question de la place de ces légumineuses négligées là, de notre alimentation et de notre santé. Plus précisément, quelle est réellement la valeur nutritionnelle comparée par exemple aux aliments que nous consommons quotidiennement aujourd'hui, comme le riz, le maïs, ou comment ces légumineuses négligées peuvent contribuer à, à prévenir la malnutrition et les maladies chroniques et pourquoi cette sont-elles délaissées et comment les rendre de nouveau accessibles, on va dire, dans nos plats. Pour répondre à cette question, nous avons l'insigne honneur d'avoir quatre experts, quatre spécialistes togolais et africains qui vont nous apporter chacun suivant son domaine d'expertise, des éclairages complémentaires sur les dimensions nutritionnelles, sanitaires et agricoles de ces légumineuses-là. Permettez-moi de présenter donc nos intervenants. En premier, nous avons le professeur Émile Koussanta Amouzou, qui est l'honneur nous échappe de le présenter. Donc, professeur titulaire de biochimie et nutrition, doyen honoraire de la faculté des sciences et techniques de l'université de Kara, président de l'association togolaise de nutrition. Donc, quelqu'un qui connaît son sujet. Le professeur nous éclairera sur la composition biochimique et la valeur nutritionnelle de ces légumineuses-là. Ensuite, nous aurons le docteur Kodjo Kossi-Serge, endocrinologue, diabétologue et nutritionniste, qui reviendra également avec son expertise clinique sur ces légumineuses-là, de la prévention et la gestion des maladies métaboliques et cardiovasculaires. Ensuite, monsieur Genou Kossi-Tsekem, qui lui est ingénieur agronome et coordonnateur au Togo de l'Union régionale des organisations de producteurs de céréales de la Maritime, va nous parler des réalités du terrain, on va dire, en termes de production et d'accessibilité de ces légumineuses-là. Enfin, le docteur Faye Cindy épouse Assi, donc docteur Assi, qui est médecin nutritionniste, va renforcer un peu nos connaissances sur la question, notamment en apportant son regard de patricienne sur ces questions. Notre webinaire se déroulera donc en deux temps. D'abord, des échanges directement avec chaque intervenant ou sur environ une dizaine de minutes où nous couvrirons donc un large pan de ces questions avec chacun d'entre eux pour environ 10 minutes. Et ensuite, nous ouvrirons plus largement dans une session de questions-réponses avec le panel plus largement, mais également avec le public qui nous fait l'insigne honneur d'être présent aujourd'hui. Je vous invite donc à préparer vos questions tout au long des interventions. Vous pourrez les poser via le chat ou en activant vos micros selon les possibilités que nous avons. Merci encore pour le temps que vous nous accordez et l'attention pour cette rencontre. Et en dit cela, je ne vais pas plus tarder que ça. Je commence donc avec la dimension biochimique et nutritionnelle en demandant les éclairages du professeur Amouzou sur la question. Professeur, bienvenue. Merci beaucoup, cher ami.
Merci à ceux qui ont organisé ce panel pour donner l'occasion aux enseignants que nous sommes de parler un peu de nos recherches à l'endroit des populations, parce qu'on nous reproche de faire beaucoup de recherches, mais de les garder dans les tiroirs. Donc, des occasions comme ça sont intéressantes pour permettre donc de dire un peu ce que nous pensons, surtout des plantes alimentaires, puisque pour nous, nutritionnistes, nous sommes ce que nous mangeons, c'est-à-dire ce qui est dans notre assiette et qui rentre dans notre corps. C'est ça qui fait de nous ce que nous sommes, sur tous les plans. Ce sont ces aliments qui vont nous apporter de l'énergie, qui vont nous permettre de croître, qui vont nous protéger, etc. Donc, c'est important qu'on porte beaucoup de regard sur ces aliments. Alors, je voudrais aussi signaler que à l'Université de Kara, on a mis en place un master et que ceux qui sortent cette année ont beaucoup fait des mémoires sur les plantes alimentaires menacées de disparition. Et les légumineuses occupent une place très importante dans cette recherche. Ils ont beaucoup travaillé sur les diverses variétés de légumineuses et donc les résultats sont là. Ces résultats vont surtout aider à ébaucher ce qu'on appelle un tableau de composition des aliments du Togo. Et peut-être avec l'appui de la FAO, on pourra avoir un tableau complet qui sera utilisé par les nutritionnistes, les diététiciens, les médecins nutritionnistes pour accompagner les malades, surtout les malades atteints de maladies non transmissibles qu'on connaît bien maintenant, le diabète, l'hypertension, etc. Alors, pour revenir à ce qu'on m'a demandé de dire en quelques mots, je voudrais demander qu'on projette peut-être le PowerPoint, si c'est possible. Voilà. Allô? On peut avoir le PowerPoint? Oui, c'est possible. Je vais lancer ça tout de suite. Alors, concernant les légumineuses, vraiment, je pense que il faut beaucoup en parler parce qu'elles ont beaucoup d'intérêt, surtout pour nous biochimistes. La fixation de l'azote, par exemple. La fixation de l'azote, c'est un processus biochimique très important pour mettre à la disposition des populations les aliments. Hein, voilà. Donc, avec l'apport de l'azote. Il y a aussi la fixation du CO2, qu'on appelle l'assimilation du CO2 aussi, qui permet donc, pour côté glucides, etc., d'avoir tout ce que nous avons comme glucides pour notre alimentation. Alors, ici, nous allons rapidement aller à ce qu'on nous a demandé, c'est-à-dire par rapport à bon, allez-y sur l'introduction, on va voir, s'il vous plaît. Voilà, les légumineuses africaines, telles que les nébiers, le voanzou, l'arachide, le soja, le néré, sont des piliers de la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, on parle de la souveraineté alimentaire et ça doit être valable aussi pour le Togo et en Afrique en général. Ce sont des aliments riches en protéines et en minéraux et ces aliments occupent donc une place très importante dans la nutrition. Elles améliorent aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'abord la fixation de l'azote, donc la fertilité des sols sur lesquels nous cultivons tous nos aliments, et aussi ça va aider justement à réduire l'utilisation des azotes minéraux à travers les engrais, etc. Diapo suivant, s'il vous plaît. Alors, du point de vue nutritionnel, comment se positionnent ces légumineuses en termes de protéines, acides aminés essentiels, minéraux, et par rapport aux légumineuses conventionnelles et surtout par rapport aux céréales et aux autres aliments que nous consommons. Suivant. Diapositive suivant, s'il vous plaît. Voilà. Les légumineuses, c'est-à-dire les céréales, je vais passer ce truc-là qui dérange. Voilà. Donc, les céréales et le tubercule constituent la base de l'alimentation, offrant des profils nutritionnels bien sûr variés. Mais les légumineuses vont occuper une place importante parce qu'elles sont riches en protéines et en fibres. Les céréales aussi vont apporter des glucides pour l'énergie. Et les tubercules sont très riches en amidons, mais pauvres malheureusement en protéines. Mais ce que nous consommons, nous conseillons en tant que nutritionnistes, c'est une association entre donc ces différents aliments, notamment la combinaison entre les légumineuses et les céréales, le niébé par exemple avec le riz, comme on appelle chez nous à Imolu, permet donc d'obtenir des protéines complètes pour couvrir nos besoins nutritionnels en protéines, en vitamines, en sels minéraux, etc. Alors les légumineuses, excellente source de protéines végétales, 18 à 20% de protéines qu'elles contiennent, mais riche aussi en fibres. Nous allons peut-être en parler avec les diabétologues. Donc, riche en fibres,
et aussi un faible indice glycémique. Pauvre en gluten, vous savez, il y en a qui font l'intolérance au gluten, donc pauvre en gluten, riche en fer et en calcium, riche en vitamines du groupe B, B2 jusqu'à B12, riche surtout en magnésium, en calcium surtout aussi, et sélénium, zinc, voilà ces minéraux qui prennent de l'importance maintenant compte tenu de ce qu'elles peuvent faire pour nous protéger contre les agressions que nous connaissons maintenant des microbes. Et aussi, ces légumineuses contiennent beaucoup de substances qu'on appelle antioxydantes, c'est le polyphénol, tout ça, donc qui aide l'organisme à résister aux attaques extérieures que sont les microbes. Alors, par rapport aux céréales, c'est surtout la source principale d'énergie, l'amidon. Hein? Bon, mais on conseille de préférer les céréales complètes pour pouvoir bénéficier de leurs fibres, mais aussi des vitamines qui sont contenues au niveau des téguments, les téguments de ces céréales. Les tubercules, très énergétiques, riches en eau aussi, mais aussi en potassium. Voilà un élément aussi important, mais faible, bien sûr, en apport protéique et en lipides. Alors, nous parlons beaucoup de la complémentarité entre ces différents aliments. Les céréales manquent de certains acides aminés comme la lysine, mais qu'on trouve dans les légumineuses. Par contre, les légumineuses manquent de certains acides aminés importants qu'on appelle indispensables, qu'on trouve dans les céréales. Donc, on propose par exemple un mélange de tiers céréales, un tiers légumineuses, voilà, assurer un profil d'acide aminé complet. Ça permet d'assurer donc un profil d'acide aminé complet pour couvrir nos besoins nutritionnels. Diapo suivant, s'il vous plaît. Diapo suivant. Diapo suivant. Encore une suivante après celle-ci? Oui, nous sommes. Oui, oui. Allez-y. Ok. Voilà. Alors, on m'a demandé de parler un peu de la diversité des variétés locales. Bon, les principales légumineuses cultivées au Togo et aussi en Afrique, on parle aussi de l'Afrique. Hein. Alors, en tête vient le niébé, à ne pas confondre avec les haricots. Voilà. Considéré comme la légumineuse la plus importante au Togo et en Afrique subsaharienne, particulièrement dans les zones de savane comme chez nous ici. Parce que c'est une plante d'abord à cycle court et puis facile à cultiver. Et ben voilà, compte tenu de ses potentialités nutritionnelles, il faut vraiment encourager sa production et sa consommation. Ensuite vient ce qu'on appelle généralement le voanzou, hein, le pois de Bambara, voilà, une légumineuse d'origine africaine. Les autres souvent sont d'origine sud-américaine, etc. Donc le voanzou est une légumineuse d'origine africaine, très résistante à la sécheresse et appréciée pour sa haute valeur nutritionnelle. 18 à 20% de protéines, comme on l'a dit, mais surtout pauvre en lipides, c'est-à-dire 6% de lipides, mais ce sont aussi des lipides, des acides gras insaturés, donc propres à une bonne alimentation. Ensuite vient l'arachide, cultivé en majeure partie pour l'alimentation, mais aussi pour la production de son huile végétale, aussi riche en acide gras insaturé, très propice pour une bonne alimentation. Vient ensuite le soja, de plus en plus consommé et cultivé, et notamment au Togo, aussi en Afrique de l'Ouest. Suivant. Alors, il y a les lentilles de terre produites localement, notamment au Bénin, hein, ils en produisent beaucoup. Les pois d'Angola, reconnus pour sa capacité à améliorer surtout le sol, d'accord, pour les autres cultures. Ce qu'on appelle aussi les arbustes dont les graines sont consommées, notamment au Burkina. Il y a aussi le néré, il ne faut pas oublier le néré, arbustes dont les graines sont utilisées comme condiments essentiellement dans nos cuisines locales. Alors, les haricots rouges, blancs, noirs, de petits pois ont aussi des vertus similaires en légumineuses. On les appelle les légumineuses mineures, mais n'empêche qu'elles rentrent de plus en plus dans la consommation alimentaire, voilà, de nos pays. Suivant, voilà. Ben, alors, face à l'ampleur des carences nutritionnelles, au Togo, bien sûr, et en Afrique, notamment en protéines, en fer et en zinc, comment ces légumineuses peuvent-elles contribuer complètement à compléter ces déficits dans l'alimentation quotidienne? Justement, c'est notre rôle d'abord d'étudier encore ces plantes-là, sur tout le plan nutritionnel, tout ce qu'elles peuvent contenir comme nutriments, il faut le mettre dans un tableau et présenter ça aux populations et sensibiliser la population pour les permettre de couvrir leurs besoins et éviter les maladies, voilà, les maladies au Togo, la malnutrition chronique aiguë, environ 23,8% des enfants souffrent de retard de croissance, ce qui est vraiment mauvais pour eux.
enfin pour disposer d'une population bien formée, disons des ressources humaines compétentes, il faut éviter les retards de croissance. Voilà. Il y a aussi la malnutrition aiguë globale, tout le monde en souffre un peu, 5,7% des enfants. Alors, à cela s'ajoute l'insécurité alimentaire. On parle de 56% des ménages au Togo souffrent un peu de cette insécurité, malgré tous les efforts que le gouvernement fait pour améliorer la sécurité alimentaire au Togo. Alors, en nutrition, on parle de double fardeau, c'est-à-dire tout ce qui permet de couvrir un certain nombre de besoins de base. Donc une malnutrition globale qui est insuffisante, les apports sont insuffisants, voilà. Mais aussi il y a le problème de surpoids lorsqu'on apporte un peu plus que ce qu'on doit apporter et qu'on n'utilise pas. Donc face à le pays le Togo, comme la plupart des pays en Afrique, fait face à une transition, ce qu'on appelle nutritionnelle, et qui maintenant amène en coexistence la sous-alimentation, donc les carences, surtout les carences spécifiques en micronutriments, le fer, le zinc, l'iode et la vitamine A. Mais aussi à côté de cela, les maladies non transmissibles, dont en tête l'obésité, l'hypertension et certains cancers. Alors, nous n'en parlons plus de l'anémie et des autres micronutriments. Au Togo, vous voyez, c'est un problème très sérieux chez les femmes en âge de procréer, 15 à 49 ans. La situation est préoccupante et atteint 50% à peu près. Voilà, c'est énorme, mais beaucoup d'efforts se font pour réduire tout cela, mais c'est pas évident, quoi. Les légumineuses, justement, doivent pouvoir nous aider à y arriver. Les légumineuses sont des aliments de haute valeur nutritionnelle, parmi lesquels le niébé va occuper une place, d'abord parce que plus facile à cuire, le niébé par rapport aux autres légumineuses, et puis, bon, voilà, sa valeur nutritionnelle est élevée. Les fibres aident beaucoup pour la digestion, mais aussi pour limiter les maladies du tube digestif, notamment au niveau du côlon. Vous voyez, les fibres alimentaires, c'est très important. Avec un contenu de protéines supérieur à 20%, les graines mûres représentent une source importante d'acides aminés. Voyez-vous, et complété avec les céréales, on aura tous les 20 acides aminés pour pouvoir permettre une synthèse normale de nos protéines et de tout genre, les protéines qui vont nous couvrir, qui vont nous protéger, qui vont nous aider à avoir une santé assez solide. Elles contiennent une grande quantité d'amidon, 50 à 67%, et une forte présence de fibres alimentaires, comme on a dit. Donc, ce sont des amidons complexes, enfin, des glucides complexes, comme on les appelle, et donc, qui sont plus conseillés pour ceux qui souffrent un peu de diabète et autres choses là. Voilà. Les graines sont également riches en micro-éléments, nous l'avons déjà dit ça, le fer, le calcium, surtout le zinc et le calcium, qui sont très importants pour la croissance des enfants, et possèdent un faible teneur en matière grasse. Voilà encore un facteur très intéressant, ce qui en fait une source très intéressante du point de vue nutritionnel. La présence, il faut le signaler quand même, de quelques facteurs antinutritionnels, les phytates, les oxalates, les tannins, les alpha-galactosides, qui peuvent réduire la digestibilité ou bien la biodisponibilité de ces minéraux essentiels dans les légumineuses et dans le nébier, par exemple. Donc, le magnésium, le calcium, le fer sont complexés par certaines substances, les tannins, les oxalates, et leur digestibilité est réduite. Et donc, il y en a qui ne sont pas solubles à pH du tube digestif. Donc, une fois qu'ils complexent les nutriments, ces nutriments deviennent donc non utilisables par l'organisme. Donc, l'accessibilité est difficile lorsqu'ils sont complexés et certaines substances même bloquent les enzymes qui vont permettre de digérer les protéines et libérer les acides aminés pour pouvoir être utilisés dans les biosynthèses des protéines propres à notre corps. L'utilisation donc des différentes techniques de préparation et les efforts dans la sélection des variétés au niveau de nos collègues de l'agronomie visant à réduire ces composés antinutritionnels pourraient permettre de limiter les effets indésirables et améliorer encore les vertus, surtout du niébé, le blanc, un peu rugueux, avec une tache noire, enfin un œil noir. C'est ce que nous appelons le niébé par opposition à l'haricot qui est un peu plus long, plus lisse, un peu plus gros, etc. Donc voilà. En conclusion, je vais dire que les légumineuses méritent de retrouver leur place dans nos assiettes et constituent une solution locale
pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Togo, surtout pour lutter contre les maladies nutritionnelles. Bon, notre collègue Kodjo va en parler tout à l'heure, il travaille beaucoup sur les aliments. Il a beaucoup étudié nos plats locaux, plusieurs plats locaux, et leur contenu en substances utiles, mais aussi sur lesquels il faut faire attention pour améliorer notre santé. Donc, lui interviendra tout à l'heure beaucoup plus en nutritionniste, diabétologue, et donc il va parler beaucoup de ces maladies non transmissibles dont nous souffrons, dont la recrudescence est inquiétante, vraiment. Donc, nous souhaitons surtout une combinaison avec les céréales permettant de couvrir convenablement les besoins nutritionnels de nos populations. Voilà un peu ce que je peux dire, et je pourrais répondre à des questions. Donc, là, ça ne fait pas partie du document. Donc, voilà, je pourrais donc répondre aux autres questions pour compléter tout à l'heure, après que mes collègues auraient intervenu. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Parfait. J'ai pris un peu plus de temps que prévu. Oui, mais vous êtes allé aussi au pas de charge, et puis on a vu quand même le tableau. Je pense que ça prend bien le décor. On retient surtout que vous suggérez une combinaison, donc céréales, les légumineuses pour avoir un apport complet. Et les Togolais notamment se reconnaîtront dans notre fameux Aïmolou. Ayant dit ça, et vous m'avez d'ailleurs marché le travail en l'introduisant déjà dans votre intervention, nous allons donc passer à notre prochain intervenant qui lui est praticien clinicien, donc endocrinologue, diabétologue. Docteur Kodjo, bonjour. Oui. Bonjour, cher ami. Bonjour, docteur, merci. Oui. Merci beaucoup pour le temps que vous nous accordez cet après-midi dans le cadre de ces échanges. Le professeur justement vient de planter le décor en nous présentant ses apports, et on s'attend à être enrichi davantage avec votre perspective là. Du coup, j'irai directement avec la première question pour vous qui êtes un praticien. Donc, en tant qu'endocrinologue, diabétologue et qui est confronté quotidiennement à la progression alarmante du diabète et des maladies métaboliques en Afrique, et comment les légumineuses peuvent-être jouer un rôle justement dans leur prévention et dans leur gestion au quotidien, et de votre point de vue, quelles sont un peu les propriétés qui pourraient nous intéresser? En tout cas, merci pour la question, et bonjour chers tous, bonjour chers panélistes, et bonjour chers maîtres, professeur Koussantla. Bonjour, comment tu vas? Oui, ça va, professeur. Je suis content que tu fasses partie de ce panel parce que tu vas nous dire beaucoup de choses. Ouais, c'est vrai que c'était un peu tiré avec les préoccupations, et bon, j'ai fait un effort d'être là. Merci beaucoup. Bonjour, docteur Fayeux, collaborateur tous les jours. Oui, bonjour, docteur. Ouais. Merci beaucoup pour la question. C'est vrai, j'ai admiré la présentation du professeur qui nous a fait une belle présentation. Et pour introduire aujourd'hui tout ce qui est maladie non transmissible, c'est que ces maladies non transmissibles occupent une place importante aujourd'hui dans notre société. Et il parlait tout à l'heure de ce double fardeau nutritionnel. Hier, c'était les infections, la malnutrition. Aujourd'hui, malnutrition vue sur le plan obésité. Et obésité, qui dit obésité, insulino-résistance, résistance à l'action de l'insuline, et ce qui va être à l'origine des maladies métaboliques, dont le diabète, donc le diabète, et les maladies cardiovasculaires, dont l'hypertension artérielle, avec tous les corollaires de maladies cardiovasculaires, l'AVC, l'accident vasculaire ischémique, les maladies de l'infarctus du myocarde, et les maladies des artères et tout. Et donc, nous savons que un des piliers de traitement de ces maladies dont nous parlons, les maladies métaboliques, l'obésité aujourd'hui reconnue telle comme une maladie chronique, et le diabète, l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires, un des piliers
aujourd'hui sur lequel nous nous fondons pour gérer ces maladies, c'est l'alimentation. La diététique occupe une grande place dans le suivi de tous ces patients qui souffrent de ces maladies métaboliques, cardiovasculaires et tout. Et dans cette diététique, nous allons sur des aliments qui sont à densité nutritionnelle au lieu que dans l'assiette qui est plus d'aliments à densité énergétique. Et donc, un des aliments ou un des aliments qui nous intéresse aujourd'hui dans la thématique, c'est les légumineuses. Les Américains ont sorti tout récemment un guide de recommandation diététique 2025-2030 où ils insistent vraiment sur l'apport des protéines dans notre alimentation, et ces protéines-là, donc essentiellement les protéines animales et les protéines végétales, beaucoup plus. Et donc, toutes ces protéines, le professeur en a parlé tout à l'heure, et dans ces protéines alimentaires, vous avez le niébé, l'haricot, le pois d'Angole, il y a le vanzou, ouais, le pois d'Angole, que nous avons complètement oublié, alors que c'est vraiment une légumineuse très intéressante. Je me rappelle toujours dans l'enfance, quand on préparait cette légumineuse, elle prenait assez de temps pour cuire, mais vraiment très, très, très intéressant et c'est une légumineuse vraiment que moi j'aimais beaucoup et j'avais un champ pour le dire aussi, j'avais un champ de ce pois d'Angole et que je conseillais vraiment aux patients de l'acheter au marché, c'était moins cher, et d'utiliser, comme le professeur l'a dit tout à l'heure, c'est toujours intéressant de mélanger les céréales avec les légumineuses. Et donc, dans cette recommandation qui est vraiment très, très bien que j'invite à regarder le Dietary Guidelines for Americans. Donc, c'est une recommandation très récente et qui priorise aujourd'hui les protéines dans chaque repas. Donc, les protéines dans chaque repas. Et ils l'ont schématisé avec l'assiette où cette assiette est divisée en 3 parties. Donc, nous savons que nous prenons 50% de cette assiette va être composée de légumes. Donc, les légumes que nous avons, donc les légumes, soit des légumes non cuits, donc comme tout ce qui va rentrer en entrée ou salade, laitue et tout, et les légumes crus en sauce et tout. Donc, 50% et 25% de protéines, dont les protéines végétales qui peuvent aussi remplacer les protéines animales. Donc, quand on n'a pas ces protéines animales dans le plat, donc les protéines végétales pourraient vraiment les remplacer. Donc, avec le soja, le professeur a très bien parlé de tout ça. Et ces protéines-là, nous connaissons, le professeur a presque tout dit par rapport aux propriétés nutritionnelles, les fibres. Les fibres sont vraiment un élément important pour nous aujourd'hui dans la diététique de tout ce qui est maladie cardiovasculaire, de tout ce qui est maladie métabolique. Et sachant un peu l'impact de ces fibres-là, donc il est vraiment important que l'alimentation soit riche en fibres. Donc, c'est ces aliments dont je parlais, les aliments à densité nutritionnelle, qui doivent être en quantité importante, et par rapport aux aliments à densité énergétique, donc les céréales. Mais dans cette recommandation, les 25% représentaient les céréales, mais des céréales complètes. Donc, c'est dit les céréales avec des whole grain, donc la céréale avec le grain en entier. Il faut qu'on apprenne aussi à consommer nos céréales avec en entier.
Donc, utiliser les céréales, ne pas enlever le son, on sait que ce son-là constitue les fibres. Et pour nous, les fibres sont vraiment importantes pour ne pas s'éterniser sur le rôle des fibres aujourd'hui dans la digestion, dans tout ce qui est index glycémique des aliments, sachant que un aliment qui va être à indice glycémique élevé, et ces fibres vont aider à freiner l'entrée, le pic glycémique. Et c'est ce pic glycémique, là, postprandial, qui est très important, qui est délétère dans le diabète. Donc, dans la survenue du diabète, c'est ce pic postprandial, là, que le pancréas ne supporte pas quand il déjà fonctionne mal. Et c'est ce pic-là qui fait mal, et c'est ce pic-là qu'il faut traîner. Et chez les diabétiques, vous le voyez très bien quand vous prenez des patients chez qui vous leur demandez de prendre des aliments et sans fibres, avec des aliments avec fibres, vous remarquez cette nette différence avec l'apport des fibres. Et cet apport des fibres, nous le voyons pas que dans les légumes, mais aujourd'hui dans les légumineuses. Et ce qui est intéressant pour nous aussi dans cette notion d'index glycémique, c'est que nous savons que un aliment qui a un index glycémique élevé, glucides, on sait les glucides simples et la plupart des glucides simples et les glucides complexes, certains glucides complexes qui vont avoir un indice glycémique élevé. Ce que nous recommandons, c'est que pour baisser cet indice glycémique-là, il faut associer des aliments non glucidiques, comme les protéines. Donc, d'où l'intérêt aujourd'hui de ces protéines-là, les protéines, surtout les protéines végétales, donc, qui vont aider à baisser l'indice glycémique de ces aliments. Et on le remarque bien avec les protéines végétales. Ces protéines végétales, elles vont baisser l'index glycémique. C'est vrai que nous sommes sur une enquête. Nous n'avons pas encore tous les résultats sur les index glycémiques de nos plats locaux. Nous avons étudié 120 plats locaux, dont le Vanzou, où nous avions vu la quantité de protéines qu'il y a dans le Vanzou. Vanzou bouilli, Vanzou niébé et tous ces aliments-là, nous avons étudié, nous avons vu effectivement quelle est la richesse en protéines et en fibres que ces aliments offraient par rapport aux céréales. Et nous avons même fait un travail d'enquête dans la région de Tivier. Je pense que pour conforter un peu ce que le professeur disait en parlant d'Aïmolou, et nous avions remarqué que le petit déjeuner de cette population que nous avons pris, près de 300 personnes que nous avons pris dans la région de Tivier, le petit déjeuner était composé d'Aïmolou, et c'était l'Aïmolou qui était le plat le plus consommé. Donc, vous voyez, d'où l'intérêt de recommander cette association-là, mais en sachant que ce qui est présenté dehors, on sait combien la quantité de niébé et d'haricots qui est dedans est souvent très insuffisante. Nous, dans notre recommandation diététique, nous demandons aux gens, quand vous prenez de l'Aïmolou, il faut demander à rajouter un peu d'haricots. Souvent, cette dame-là, elle vend de l'haricot. Ajouter de l'haricot, ajouter du soja, et ça va nous aider à baisser l'index glycémique des aliments que nous consommons. La diététique, pour finir, vraiment, elle est la pierre angulaire. Quand vous voyez les patients, ils sont très contents quand ils revoient leur alimentation, quand ils mettent plus de protéines dans leur aliment, essentiellement. Nous allons sur ces protéines, les protéines végétales. Les protéines animales, vous savez que la viande rouge, on a toujours un hic par rapport à la viande rouge, mais vraiment, on sait que avec les protéines végétales, on est safe. Ils contiennent de l'amidon, ils nous donnent de l'énergie. Ils contiennent des protéines, ils contiennent des fibres. Et donc, notre champ de bataille aujourd'hui, c'est que les diabétiques doivent consommer en quantité des légumineuses, dont celles dont nous parlons. Merci beaucoup, docteur. C'était extrêmement intéressant et assez complet. Une fois encore, vous avez fait le tour de la question. Je retiens surtout de vous pour présenter mes à peine qu'il faut appeler les vendeuses d'Aïmolou à mettre plus de haricots sur sur le prix. Ah oui, c'est important.
cas, merci beaucoup pour ce tour d'horizon. D'abord, on va dire biochimique et nutritionnel, et ensuite diététique et avec le reste de Allô? Allô? Désolé, je pense que j'étais en mute. Je disais donc merci beaucoup au docteur pour ce tour d'horizon. Nous allons à présent passer à quelqu'un qui est plus dans la production. Donc, il est ingénieur agronome. Monsieur Guénou, vous qui connaissez les réalités agricoles dans notre région à travers votre travail, notamment avec l'organisation de producteurs. Vous êtes notamment coordonnateur d'une organisation de producteurs justement dans la région maritime. Au contact de ces produits, pourriez-vous nous dire pourquoi ces légumineuses intéressantes sont devenues négligées de votre point de vue dans la pratique agricole et quels facteurs économiques sociaux, par exemple, ont conduit à cette marginalisation? Ok, merci beaucoup pour l'opportunité. Je dis un grand merci aussi au professeur et au docteur Serge qui a dit beaucoup de choses. D'abord, il y a un facteur économique et institutionnel. Et depuis plusieurs décennies, la politique agricole, même au Togo, et les projets ont fortement privilégié quelques cultures dites stratégiques ou bien commerciales, comme le maïs, le riz, le soja, etc. Mais les légumineuses locales n'ont pas bénéficié de la même niveau de recherche ici au Togo et d'encadrement technique ni de débouchés. Et voilà le pourquoi aujourd'hui, elles sont perçues comme peu rentables, voire même archaïques, selon les producteurs et les consommateurs. Et ensuite, il y a un facteur social et culturel aussi. Et ces cultures sont souvent associées à l'agriculture de substance ou à des pratiques des générations anciennes. Et avec l'évolution des modes de consommation et l'influence des produits importés, elles ont perdu de leur valeur et de l'attractivité, notamment auprès des jeunes agriculteurs. Puisqu'aujourd'hui, il y a une génération qui est passée, il y a une autre qui arrive aujourd'hui. Et sur le plan agronomique, certains de ces légumineuses ont des cycles plus longs ou des rendements moins spectaculaires à court terme que les cultures intensives. Et dans un contexte de pression foncière aujourd'hui, les besoins financiers qui sont vraiment très immédiats, les producteurs font le choix pragmatique, parfois au détriment de la durabilité. Et je peux dire que voilà ce qui conduit aujourd'hui à la négligence de ce que nous voyons sur le terrain. Et les gens font cette négligence sur ces légumineuses-là, qui ont vraiment de l'importance nutritionnelle et qui ont tellement de protéines. Je vais faire d'abord ce crochet pour dire que nous accompagnons les producteurs dans la région maritime, plus d'une demi-décennie, pour valoriser le poids d'Angole, l'arachide et le vendou, parce que nous avions reconnu qu'il y a un taux de protéines assez élevé qui vont contribuer à l'alimentation des enfants et des personnes adultes et des personnes malades, comme le docteur vient de le dire. Donc, je m'arrête là un instant. Super. Et donc, effectivement, l'économie donc est une pression importante. Et si on continue dans cet angle-là, pour l'agriculteur, par exemple, qui envisagerait de cultiver ces légumineuses, quels seraient les avantages concrets aujourd'hui? Bon, c'est vrai qu'on a parlé de l'apport nutritif, surtout quand on l'ajoute avec des céréales, par exemple, mais en termes de rendement, par exemple, de l'exigence climatique et d'exigence en intrants, comment ça se compare à d'autres cultures? Et vous n'avez pas parlé des économies un peu plus haut. Qu'en est-il de la rentabilité, par exemple, pour les producteurs? Oui, aujourd'hui, nous accompagnons les producteurs qui font vraiment le poids d'Angole dans la région maritime ici, et en association avec le maïs, parce que non seulement que sur le plan agronomique, ce sont des cultures très résilientes face au changement climatique aujourd'hui. Elles tolèrent mieux la sécheresse, les sols pauvres et les aléas climatiques que beaucoup de cultures intensives ne supportent pas. Ces légumineuses-là arrivent à le supporter, à l'instant du poids d'Angole et du vendou. Elles nécessitent peu ou pas d'intrants chimiques même, ce qui réduit fortement le coût de production. Quand le coût de production est réduit, automatiquement, le producteur s'en sortira vraiment vainqueur. Et elles jouent aussi un rôle clé dans la fertilité du sol. Le professeur vient de le dire.
grâce à leur capacité de fixation de l'azote atmosphérique. Et intégrées dans les rotations ou les associations de culture, et elles améliorent durablement la productivité des exploitations. Et pour parler sur le plan économique, et même si aujourd'hui le rendement brut à l'état peut sembler modeste, la rentabilité nette est souvent intéressante car les charges sont tellement faibles. Aujourd'hui, nous avions fait ce travail-là et nous sensibilisons encore une fois de plus les jeunes producteurs, et ce qui nous a arrivé à signer un partenariat avec les jeunes producteurs de la région maritime, ils s'appellent les Régipat, pour voir comment on peut travailler avec eux pour valoriser davantage, produire davantage et le poids d'Angole et le vendu et l'arachide pour que cela soit disponible pour la population. Puisque nous travaillons aussi sur le volet de transformation, ce qui attire vraiment le niveau de la production. Voilà. Super, super. Et dernière question, du champ à l'assiette. D'abord, si un producteur, justement, ou une coopérative, vous voulez de l'évoquer, souhaite cultiver ces légumineuses, est-ce qu'il y a des défis particuliers pour pouvoir accéder aux semences? Comment ça se passe? Pouvez-vous nous parler un peu des mécanismes de conservation et de diffusion en la matière? Ça pourrait peut-être donner une idée à certains qui voudraient se lancer dedans. D'accord, merci beaucoup. Le professeur a déjà touché de doigt cela et j'ai suivi certains de webinaires ici la semaine passée sur les questions de semences. Dr Bara a si bien dit cela qu'il n'y a pas tellement de recherche assez poussée et on n'a même pas de semences certifiées pour ces légumineuses-là aujourd'hui. Comme le docteur vient de le dire encore une fois que le Vuandu, ce sont des spéculations africaines. Et la question d'accès aux semences aujourd'hui est vraiment très centrale. Et nous n'avons que des semences paysannes ou bien des semences, disons, de population pour le Vuandu et le poids d'Angole spécialement. Pour l'arachide et le soja, bon, on a eu des semences certifiées. Donc, aujourd'hui, les semences paysannes restent les principales sources pour ces légumineuses-là. Entre griffes, je précise bien, pour le poids d'Angole et le Vuandu. Et elles sont conservées par des producteurs eux-mêmes, habituellement, au sein des familles, des communautés, souvent sous forme de stocks traditionnels. Donc aujourd'hui, si un producteur veut se lancer dedans, notre coopérative a des semences qu'il peut mettre à sa disposition pour qu'il puisse aller faire la production. Donc pour les semences, nous distribuons et nous passons par ce canal pour remercier la FIDI Hauts-de-France et la Fondation Avril qui nous ont soutenus à ce qu'on puisse quand même mettre en place ce stock de semences à la disposition des producteurs. Aujourd'hui, les initiatives portées comme l'EuroPCM et d'autres ONG renforcent la conservation, la sélection et la diffusion des semences paysannes et à travers des banques de semences communautaires et des systèmes d'échange entre producteurs. C'est grâce à cela, aujourd'hui, nous arrivons quand même à trouver des semences du poids d'Angole et du Vuandu, spécialement. Et concernant le savoir-faire, il n'y a pas totalement disparu. Et nous disons que il est en danger, mais il n'a pas disparu, mais il est en danger. Les pratiques culturelles, les techniques de transformation et même les recettes culinaires existent encore, surtout chez les personnes âgées, les femmes rurales, parce que nous avions eu à passer dans les coins et recoins de la région. Le défi aujourd'hui est de documenter, de transmettre maintenant ces savoirs-là en les combinant avec des approches agroécologiques et des formations adaptées. Je pense qu'avec cela, nous arriverons à revaloriser, à actualiser un patrimoine agricole alimentaire précieux afin de rendre accessible, attractif et durable pour les générations actuelles et futures que nous avons. Super, merci beaucoup. Ça donne, je pense même que ça pourrait faire l'objet de notre webinaire en soi sur la valorisation et la production de ces éléments-là. De la terre, nous allons peut-être retourner de nouveau à l'assiette ou à la clinique, c'est selon, avec notre quatrième intervenante, donc le docteur Payeux Cindy, qui va revenir en tant que médecin nutritionniste aux côtés des collègues et devanciers pour avoir une meilleure vision encore de la chose en termes de détails nutritionnels. Donc,
Docteur Assi, votre pratique de médecin nutritionniste aujourd'hui vous permet donc d'observer directement l'état nutritionnel de nos populations et de leurs besoins spécifiques. Du point de vue de la santé publique et de votre pratique clinique, comment l'intégration régulière de ces légumineuses dans l'alimentation familiale pourrait-elle répondre, par exemple, aux différentes formes de malnutrition qui sont observées au Togo? Je pense que ce soit aiguë chez l'enfant ou les carences alimentaires, notamment chez les femmes enceintes, comme le professeur en parlait un peu plus haut. Docteur, Oui, vous m'entendez, vous m'écoutez? parfaitement, merci beaucoup, bienvenue et merci pour Ok, votre temps. cool. Bien, merci beaucoup, merci. C'est un grand honneur d'intervenir ici avec le professeur Santa, qui est notre professeur, et docteur Kojo, qui est notre aîné aussi, notre maître, avec qui nous avons partagé beaucoup de choses. Donc, merci pour l'intervention. Merci aux autres panélistes, j'ai beaucoup appris. Pour revenir à la question, tout d'abord, il m'a été demandé, la question, si je comprends bien, vous voulez savoir comment est-ce que l'intégration régulière des légumineuses peut permettre de pallier aux différentes malnutritions? Tout d'abord, chez les enfants, bien dans la population en général, il faut identifier les trois différents types de malnutrition, les quatre différents grands groupes de malnutrition, à savoir la malnutrition globale, la malnutrition aiguë, la malnutrition modérée. En fonction de ce type, et la dénutrition, la surnutrition avec l'obésité. En fonction de ce type, il y aura des approches nutritionnelles, surtout sur le plan apport nutritif. Et en ce qui concerne les légumineuses, de façon générale, il faut un apport de légumineuses. Il faut apporter les légumineuses pour plusieurs raisons. Déjà parce que dans la malnutrition, on a une perte de masse pondérale associant une perte de masse graisseuse et une perte de masse protéique. Donc, la perte de masse protéique peut se compenser par l'apport des légumineuses, les légumineuses étant riches en protéines. Après, les carences des femmes enceintes. Il faut surtout savoir que la femme enceinte a un besoin élevé en protéines parce que à cause de la croissance intra-utérine qui se fait chez elle, l'enfant le fœtus a besoin de protéines pour sa croissance, pour le système immunitaire qui est en train de se former, pour le système hormonal également qui est en train de se former. Toutes ces raisons-là, il faut un apport protéique important et soutenu. Et là, généralement, l'apport des protéines animales ne suffit pas forcément. Donc, il faut un ajout de protéines immunitaires. Chez les personnes âgées, quant à elles, elles ont ce qu'on appelle une sarcopénie, donc une diminution de la masse musculaire. Ça se voit des personnes âgées très amincies qui ont une faible masse musculaire. Et aussi là, les légumineuses sont très intéressantes de par leur apport en protéines, pardon, parce que elles vont permettre de renforcer, bien de perdre, de conserver la masse musculaire qui dépérit chez les personnes âgées. Donc, de façon globale, voilà un peu ce que je peux apporter comme élément de réponse sur ce qui est des malnutritions et des carences chez les femmes enceintes et les personnes âgées. Merci beaucoup, docteur, pour cette introduction, on va dire, sur les aspects cliniques de ce manque de ressources. Donc, justement, en tant que médecin nutritionniste, pour quel groupe de population ces légumineuses sont-elles particulièrement recommandées? Je pense que on les sent venir. Donc, pour quel groupe sont-elles particulièrement recommandées? Pour nous détailler un peu leurs bénéfices spécifiques, notamment peut-être chez la femme enceinte et allaitante et les enfants, par exemple. Il n'y a pas de groupe, il n'y a pas de groupe, groupe Docteur, peut-être que vous pourriez éteindre la caméra de votre... de personnes particulières. Je dirais, vous pouvez peut-être éteindre parce que tout le je pense monde que doit le réseau Allô? flotte un peu à votre niveau. Peut-être que vous coupiez la caméra, ça passerait mieux. Ok, d'accord. Ok, c'est bon comme ça? Allô, vous m'écoutez? Oui, Oui, c'est bon. oui, c'est bon, vous pouvez y Ça va aller. bien. D'accord. Je dirais que il y a pas de groupe spécifique. Enfin, je veux dire, tout le monde doit avoir un apport de protéines. Mais
particulièrement et surtout la femme âgée, la femme enceinte. C'est ce que je viens de dire. Les apports sont principalement, les bénéfices sont dus aux apports en ligne des pays riches. Il faut savoir que les pourcents de protéines en fonction de leur poids sec. Donc, c'est un apport considérable et ça peut aller jusqu'à 40%, notamment dans le cas de soja, qui a 40% de protéines en fonction de son poids sec. Donc, surtout, ne pas négliger, le professeur Koussanta l'a dit, ne pas négliger l'association protéines légumineuses, céréales, parce que les céréales se complètent. Il y a les légumineuses sont très pauvres en acides aminés essentiels qu'on appelle la méthionine et qui sont apportés par les céréales. Donc, de par le monde, on observe cette association de légumineuses. Vous verrez de légumineuses et de céréales. Vous verrez par exemple en Asie, ils mangent beaucoup de riz accompagné de soja. En Afrique du Nord, ils mangent du blé, du couscous accompagné de pois chiches. Au Togo, en Afrique de l'Ouest et particulièrement au Togo, on a notre fameux Aïmolou qui est très intéressant. Donc, c'est un peu répandu comme ça, cette association, et c'est tout bénéfice pour notre assiette et pour nos apports en protéines. Donc, globalement, les bénéfices, spécialement pour les femmes enceintes, c'est l'apport de protéines, les personnes âgées qui peuvent être sujettes aux maladies cardiovasculaires et chroniques, les apports des protéines et des fibres. Docteur Kodjo en a parlé. Et puis après, les enfants, c'est essentiellement les apports protéiques qui vont intervenir dans leur croissance, dans le système hormonal pour les adolescents et puis dans l'immunité. Donc voilà à peu près ce que je peux dire en gros par rapport à cela. Parfait, parfait. Je pense que effectivement, ça fait le tour et on voit un peu le focus à faire sur que ce soit les enfants, les personnes âgées, encore la femme allaitante. Peut-être une dernière question. Auriez-vous des recommandations concrètes à faire de votre propos de Patricia en termes d'intégration de ces légumineuses dans l'alimentation? Justement, une question de l'audience était sur la fréquence, par exemple, de la consommation et le mode de préparation. Donc, si vous pouvez peut-être revenir sur ces points, ce serait une bonne façon d'ouvrir ensuite vers les questions en général. Ok, d'accord. Déjà, le premier point sur lequel je veux intervenir, c'est qu'il faut pouvoir intégrer le plus possible les légumineuses dans notre alimentation. On a la chance, en fait, qu'elles restent à peu près, ou bien elles restent plus ou moins accessibles en Afrique. Et compte tenu de leur valeur nutritionnelle, de leur haute densité nutritionnelle dont Dr Kodjo parlait tout à l'heure, c'est très intéressant. C'est vraiment très intéressant. Après, il y a plusieurs transformations qu'on peut faire. On peut en faire. On peut faire du lait. On peut en faire du lait. Il y a le lait de soja. Il y a il y a le lait de soja, par exemple. Des farines de soja. Je pense que même il y a les bouillies infantiles de légumineuses, très intéressant. Après, il y a l'intégration des mets. Vraiment, ne pas hésiter à être créatif, vraiment trouver des façons ce qu'on peut faire avec le niébé, essayer de tester pour voir si on peut pas faire ça avec le vanjou, ainsi de suite, pour pouvoir varier et ne pas manger, par exemple, que le haïmolou tout le temps. On peut changer, par exemple, moi, de mon pays d'origine, le Cameroun, on a un haricot qui se mange, une variété d'haricots qui se mange vraiment sous toutes ses formes, à la vapeur, en bouillie, enfin, vraiment, c'est très intéressant. Donc, je veux dire, varier ces modes de cuisson là pour changer un peu, pour avoir de la redondance, pour ne pas avoir de redondance. L'idéal serait deux repas dans la semaine à base de légumineuses, mais moi, je pense que si on peut aller au-delà, ce sera tout bénéf. Surtout pour leur accessibilité, leur coût qui est relativement moins par rapport aux autres protéines animales et tout. Donc, pour revenir
pour revenir aux formes comment est-ce qu'il faut rendre cela accessible? Je dirais, je pense que l'agronome en a parlé, c'est des formations, c'est des sensibilisations auprès des populations, auprès des citoyens, sur la nécessité et surtout l'accessibilité. Après, il y a des classes sociales qu'il faudrait toucher. Je pense notamment aux revendeuses d'Aïlolou pour voir si c'est possible, faire plaidoyer qu'elles ajoutent un peu plus de haricots dans leur ration. Mais je me dis que ça reste jouable, Parfait, super. Je pense que ça complète magnifiquement les points abordés précédemment. Et sans plus de protocole, des débats sont le temps nous talonne. Je vais enchaîner avec quelques questions que nous avons eues du public. Déjà, je vous dis merci beaucoup à tous les quatre pour ces interventions extrêmement éclairantes et éclairées sur la question. Je commencerai, ce serait un peu à la cantonade, hein, qui pourra les prendre s'y attaquera. Nous avons la collègue Ruth Koutemba de RDC qui demande comment les légumineuses peuvent façonner l'avenir de l'alimentation africaine plus autonome, résiliente et nutritive. Un sujet en soi. Plus concrètement, je pense que ça, on vient d'y répondre. Donc, quel régime alimentaire peut-on adopter pour avoir une bonne santé? Et ça, c'est Emmanuel Aclesson. Mahou Tondi Gérard Godonou du Bénin demande, et ça, je pense que ça, l'agronome pourrait y répondre avant qu'on ouvre largement. Donc, quelles sont les terres propices aux légumineuses ou bien c'est adapté à tout milieu? Monsieur Guénou? Oui, concernant cette question, je pense que je l'ai déjà dit, et les légumineuses ne sont pas vraiment, ils n'ont pas besoin de terres très fertiles parce que les légumineuses eux-mêmes en soi fertilisent le sol. Donc, peu importe le sol, l'essentiel c'est que ce ne soit pas une zone vraiment inondable, que ce soit des terres vraiment assez légers, je pense que ça peut aller. Super. Docteur Kodjo, il y avait deux questions combinées, mais je pense que vous l'avez évoqué. Il y a eu et c'est encore Mao Tondi Godonou et puis Randolph Abondant sur les recommandations que vous avez faites sur le Dietary Guide. On demandait s'il y avait peut-être un moyen de le télécharger quelque part et où c'est comme pour trouver ces recommandations. Peut-être si vous aviez si c'est disponible en ligne pour tout le monde, est-ce qu'il y a des mots-clés qu'on peut taper par exemple pour les retrouver facilement? Bon, pour la recommandation, on peut l'avoir en ligne, hein, normalement. Bon, je peux vous l'envoyer aussi. C'est un truc de 10 pages. Voilà, c'est un truc de 10 pages. BGA 2025-2030. Donc, on peut l'avoir. Ouais, je peux vous l'envoyer aussi. Oui, super, ce serait bien. Peut-être si vous répétiez plus lentement le nom, on pourrait aussi chercher en ligne. Dietary, j'écris ça dans le chat, Dietary c'est ça. Guidelines for Americans. En espérant qu'un jour on aura un dietary guide pour l'Afrique ou le Togo. Oui, ça c'est super. Alors, on a parlé de la fréquence de consommation. Eliane Marceline Matingo, journaliste scientifique depuis le Cameroun, demande s'il y a des études récentes, des liens entre les légumineuses en général et la baisse de l'index glycémique. Je ne sais pas à qui du docteur Kodjo, du professeur Kusanta, vous voudrez s'y attaquer. Oui, le docteur Kodjo a déjà parlé de ça parce que les aliments qui contiennent les glucides complexes, voilà, les glucides complexes sont plus utiles pour réduire les pics glycémiques. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est ce que le docteur Kodjo l'a déjà dit. C'est pour cela que la qualité des glucides dans le nivé est conseillée, étant donné leur degré de complexité, et puis la présence de fibres aussi, donc qui vont aider en même temps
à freiner pour être plus freiner l'utilisation du glucose ou bien l'apparition du glucose dans le sang pour augmenter la glycémie. Oui, super, merci professeur. Et il y a une deuxième question qui est également du l'ordre de la sensibilisation. Je sais pas si pour le professeur l'apprend ou le docteur Assis qui est médecin nutritionniste. On demande s'il y a des stratégies à adopter pour encourager les enfants, par exemple, à manger les haricots verts. Ça fait que généralement, ils trient dans leurs assiettes. Et il y a des études qui ont montré que le guanzou est plus facilement pour les enfants, ils aiment ça bien et ça, on a montré également que c'est encore plus complet hein, comme légumineuse et plus facile à cuire et facile à mettre en bouillie, tout ça. Donc, le guanzou est conseillé hein, pour l'alimentation, pour les nourrissons et les enfants, oui, les enfants. Le guanzou serait non seulement plus nutritif, mais également plus facile à accepter pour les enfants. Bon, oui, comme on le dit, il faut être toujours prudent dans nos conclusions parce que oui. Il faut mener beaucoup d'études. Hein. Sur les légumineuses, il y a beaucoup d'études qui se font sur tous les plans et il reste encore à découvrir la qualité de ces légumineuses parce qu'il y a plusieurs composés phytochimiques dedans encore aujourd'hui et qui vont agir sur l'hypertension, qui vont agir sur le diabète, qui agissent sur beaucoup de maladies, surtout non transmissibles, les cancers, tout ça. Beaucoup d'études sont en cours maintenant pour essayer de voir ce que les légumineuses peuvent apporter pour réduire ces maladies. Comment... Oui. Si vous permettez, je voudrais faire une petite parenthèse. Le guanzou aujourd'hui, à l'EuroPCM, nous arrivons à le transformer en lait et à faire des beignets avec. Donc, je pense que c'est l'occasion d'avoir le contact du docteur Kodjo pour voir dans quelle mesure, parce que nous arrivons quand même à mettre en place plusieurs mets à travers ces légumineuses-là pour favoriser ou bien conduire à ce que les gens puissent quand même le consommer. Voilà. En tout cas, nous ferons plaisir de partager les différents contacts en fonction de qui demande pour que la conversation continue ou que d'éventuelles collaborations émergent de ça. Je pense que ceci conclut magnifiquement ces travaux. Je n'ai plus de questions dans le chat. Je pense que la plupart ont trouvé réponse. Je remercie très sincèrement le professeur Kusanta, le docteur Kodjo, le docteur Cindy, notre ingénieur, monsieur Guénou, pour leurs interventions encore une fois très éclairantes et très éclairées et qui inspirent beaucoup, que ce soit à faire davantage de recherche ou à investir davantage dans nos ressources. J'espère que la quarantaine de spectateurs que nous avions quand même a tiré profit également de ces échanges. Nos collègues journalistes sont invités à produire différents articles autour de ces questions, donc pour vulgariser davantage la valeur de ces ressources, peut-être à travers les différents tableaux. Je remercie très chaleureusement nos deux intervenants et nos panels. Donc peut-être en quelques secondes, si chacun d'entre vous aurait un mot de la fin en 20-30 secondes, je pense que ça pourrait le faire. Nous allons commencer par le commencement, avec le professeur, ensuite docteur Kodjo, monsieur Guénou et enfin docteur Fayeux pour conclure. Professeur? Non, juste pour dire que vraiment nos aliments locaux, hein, il faut privilégier la consommation de nos aliments locaux et améliorer leur production, utiliser le moins d'engrais possible hein, pour pouvoir vraiment bénéficier de tout ce que ces aliments peuvent nous apporter. Hein, la consommation locale est beaucoup à encourager hein, parce que nous, au moins, nous savons ce que nous produisons et nous pouvons être au moins satisfaits de pouvoir manger ce que nous produisons nous-mêmes. Voilà ce que je veux dire. Super, merci professeur. Docteur Kodjo? Oui, en tout cas, merci à la suite du maître. Dire que effectivement, nous devons prôner cette alimentation locale qui est vraiment très important et aller aussi à la recherche de ce que contiennent ces aliments locaux, les différentes espèces, par exemple, de tout ce qu'on a parlé, le niébé, les légumineuses, tout ça. Donc, il y a différentes espèces, voir est-ce qu'il y a une espèce qui est plus nutritive qu'une autre, et vraiment faisons de la recherche par rapport à nos aliments locaux pour consommer localement. On savait qu'on avait dit 30 secondes, mais il y a une question qui est venue qui peut être intéressante, peut-être pour conclure. Vous me direz si vous voudriez y répondre ou pas. Quelqu'un demande assez spontanément dans le chat s'il y a moyen de résoudre la question de l'hypertension par l'alimentation.
Le problème de l'hypertension artérielle, si elle est déjà installée, voilà, donc l'alimentation, le résoudre complètement, ça va peut-être être difficile, mais pourquoi pas, on peut arriver à des études qui nous montrent que certains aliments, on sait qui contiennent beaucoup de potassium, peuvent aider par rapport à certains aliments qui contiennent le sel, parce que l'hypertension, le gros problème, c'est le sel et aussi le gras, la prise de poids. Donc, si quelqu'un a l'hypertension artérielle et que son hypertension artérielle, le problème majeur, c'est le poids. Donc, s'il arrive à perdre 10, 20 kilos par rapport à son poids, donc cette hypertension artérielle-là peut être en rémission. Et ça, c'est un élément que nous avons aujourd'hui dans le diabète. On sait que beaucoup de diabètes de type 2 peuvent passer en rémission si on arrive à gérer les facteurs de risque qui sont en dessous, dont l'alimentation. Parfait. Merci, docteur, pour cette réponse mesurée, mais en même temps optimiste. Monsieur Guénou, pour conclure. Oui, on a l'habitude de dire manger, c'est voter. Donc, plus on consomme les aliments locaux, on est en train d'encourager les producteurs à produire plus. Et là, disons, dans une décennie à venir, on va plus entendre parler des produits négligés. Donc, on donne la force aux producteurs de produits, alors vous aussi consommez. Merci beaucoup. Merci à notre ingénieur agronome. Docteur Fayeux, pour finir. Oui, bon, déjà, mon seul mot, c'est vraiment ce que tout le monde a dit, c'est vraiment encourager à la consommation et à la production des aliments locaux. Encore faut-il les consommer. Pour les consommer, il faudrait les trouver. Donc, c'est un cercle qui va s'inverser. Trouver les aliments, trouver les légumineuses de bonne qualité avec de très bien. Voilà la consommation très populaire. Merci de Fayet pour la conclusion. Je pense qu'on vous a un peu perdu, mais je crois que ce n'est pas trop grave vu que c'était le mot de la fin. Sur ce, je dis merci encore une fois au professeur Émile Koukoussata Amouzou, donc au docteur Kodjo Serge, à monsieur Genou Kossi Tchoueke, mais docteur Fayeux Cindy pour vos interventions. Merci aux participants. C'était la science en partage. Rencontre du réseau des journalistes scientifiques d'Afrique francophone. J'espère que vous en avez tiré de beaux éléments, que vous avez pris autant de plaisir à les suivre que moi. J'en ai pris à entretenir nos experts et nos panélistes et à apprendre d'eux. Je vous dis merci pour votre temps et votre attention et à la prochaine. Alors, aussi, est-ce qu'il y aurait quelque chose à dire? Non, Parfait. Merci beaucoup et excellente journée.